Cette émission vous est présentée grâce à la participation financière de votre Caisse des Jardins du Cœur des Vallées, qui se distingue par sa nature coopérative et son implication au sein de la communauté. Ce soir en manchette, encore de l'attente pour les retraités de White Birch. Élection provinciale, les candidats commencent à être connus et la SADC participe à un projet innovateur. Bonsoir, mon nom est Josiane Hardy et bienvenue à cette édition du mardi 4 mars. Les employés de Papier White Birch croyaient avoir tourné le dernier chapitre lors de l'entérinement de la nouvelle entente visant les régimes de retraite. C'est au mois de janvier dernier. Malgré cette entente de principe, une décision juridique retarde le paiement pour les retraités. Une décision rendue par la Cour supérieure dans le dossier de Timinco bloque l'envoi des chèques de pension pour les 175 retraités. La Cour sera entendue d'ici la fin mars. Il faut rappeler que depuis décembre 2012, les retraités voient leur rente être diminuée de 55 %. On peut écouter le vice-président du syndicat, M. Yves Chénier, nous expliquer la situation. Oui, fin février, le juge, les avocats de la compagnie ont apporté le point qu'ils avaient rendu une décision dans un cas similaire au nôtre, qui était Minco et à Bécancour. Et puis, suite à ça, ils ont dit que ça avait un impact sur les régimes de retraite. Et puis, le juge n'a pas voulu scinder entre les deux parce que, dans le fond, ça ne touche pas vraiment les syndiqués qu'on a déjà une entente avec compensation. Les non-syndiqués, employés cadres, eux autres, ils n'ont pas vraiment d'entente ou ils n'ont même pas entendu parler de la compagnie. Donc, il y avait vraiment une différence. On a demandé à ce qu'il fasse vraiment une différence entre les deux. Il a refusé d'entendre cette requête-là. Et puis, il a repoussé les paiements pour au moins jusqu'au mois de avril, fin avril. Présentement, il y a des discussions entre les avocats de la compagnie et du syndicat pour tenter justement d'avoir une entente de désistement sur la décision qui va être rendue plus tard dans le cas de Timinco. On dit on va se désister de ça. Donc, ça l'aiderait à ne pas retarder le paiement. Selon l'entente de principe qui avait été conclue il y a plus d'un mois, les retraités devaient toucher 90 % de leurs prestations de retraite. Les sommes, lorsque le dossier sera réglé, seront versées de manière rétroactive en date du 1er décembre 2012. Mais les retraités et les employés de l'usine commencent à trouver le temps très long. Malgré le découragement qui commence à se faire ressentir, l'espoir que le tout se règle rapidement prend vite le dessus. On peut réécouter M. Chénier. Pas à peu près. C'est très, très, très frustrant. Autant les employés qui sont encore à l'usine, qui peuvent partir, ils ont l'âge de la retraite, mais ils sont incapables de partir dans le moment à cause des technicalités de la Cour. Ils ne sont pas capables de partir. Puis on en a 5, 10, beaucoup d'employés, plus nos retraités qui sont coupés de 55 % depuis 15 mois, 16 mois. C'est intolérable, mais c'est ça. Le côté juridique les empêche présentement d'avoir leur plein montant. On ne lâchera pas le morceau, c'est définitif. Il faut garder espoir et être positif. Tournons-nous vers le communautaire. Le Carrefour Jeunesse Emploi Papineau interpelle les députés des nouveaux gouvernements provincial et fédéral, soit M. Iraka et Ravignan, ainsi que Mme Freeman, à faire tout ce qui est en leur possible afin de régler la situation qui plane entre les deux paliers. Les transferts fédéraux représentent 116 millions vers Québec pour les organismes œuvrant dans le domaine de l'emploi. Cependant, dans le dernier budget fédéral, le ministre des Finances a annoncé une coupe de 70 millions de dollars dans ce programme. Le Carrefour Jeunesse Emploi Papineau souhaite que le gouvernement fédéral puisse conclure très rapidement une entente avec le gouvernement du Québec. Dans le cas présent, oui, les chiffres parlent d'eux-mêmes, mais pour la directrice, Mme Francine Saint-Jean, ce sont directement les services aux jeunes qui seront affectés, donc moins de subventions, moins d'aide que l'on peut accorder directement aux jeunes qui en ont grandement besoin. On peut écouter la directrice. En fait, pour le Carrefour Jeunesse Emploi Papineau, les impacts peuvent être une diminution de services pour 500 à 600 jeunes sur le territoire du comté de Papineau, donc incluant la Lièvre et la Petite-Nation. Bien, c'est par exemple, c'est sûr que ça va couper dans les ressources humaines. Donc, en coupant dans les ressources humaines, on ne pourra pas satisfaire la demande des jeunes qui entrent ici sur une base volontaire ou encore des jeunes qui ont des besoins spécifiques. Donc, ça va être une coupure, c'est évident. Plus le temps avance, plus on se rapproche des élections provinciales. Si on se fie à tous les stratèges politiques et aux rumeurs qui sont plus que persistantes, les élections seraient déclenchées dès demain, le 5 mars, en vue d'un scrutin le 7 avril. Il faut que le Conseil des ministres siège afin de déclencher le tout, et ces derniers seront justement rassemblés demain. Mme Pauline Marois, première ministre du Québec, a fait une saucette en Outaouais la semaine dernière pour l'annonce concernant le centre multifonctionnel. Elle en a profité pour rencontrer les militants au club de golf de Buckingham.
M. Jean-François Primeau sera le candidat péquiste qui tentera de remporter la circonscription de Papineau. Du côté des libéraux, M. Alexandre Iraca tentera quant à lui de conserver son titre. Le slogan du Parti libéral du Québec a accidentellement été dévoilé plus tôt cette semaine. Ensemble, on s'occupe des vraies affaires sera la ligne de tir des libéraux. Pour Québec solidaire, c'est M. Marc Sarrazin qui défendra les couleurs du parti. Pour la coalition Avenir Québec, la CAQ, ensemble on se donne le go sera le slogan utilisé. Ce dernier fait référence au nom du chef du parti. Le candidat sera M. René Langelier, figure bien connue dans le monde scolaire, dû à son rôle de commissaire. Il a rencontré M. Legault il y a quelques semaines et s'est dit plus que séduit par le programme qu'offre la CAQ. Ancien conseiller municipal de Montpellier, M. Langelier a déjà milité pour le Parti libéral, tout comme le Bloc québécois et le Parti québécois. Lorsqu'on lui pose la question de ses nombreuses allégeances politiques, M. Langelier affirme qu'il n'est pas le seul. On peut écouter sa réponse. Je ne suis pas tout seul à être la girouette politique. Vous avez vu ça aujourd'hui, vous avez vu ça. Je me suis retrouvé, moi, avec des attachés politiques en fin de semaine à Coalition Avenir Québec, là, parce qu'on a eu des formations, puis j'ai rencontré du monde, ça fait plus de 30 ans qui sont en politique, puis ils ont fait le Parti québécois, le Parti libéral, puis c'est tous des attachés politiques, des coordinateurs, puis on s'est tous retrouvés, là, on était comme des amis, on s'est connus dans différents partis au Québec, fait que imaginez-vous, ils sont rendus pour la CAQ, là, fait que c'est quand même bon, là. Même s'il fait partie de la CAQ que depuis quelques semaines seulement, M. Langelier se dit fin prêt pour la campagne électorale lorsque cette dernière sera déclenchée. Ils font beaucoup d'espoir sur ce que la population désire, allant même jusqu'à espérer une vague Legault, comme la vague orange pour le NPD au niveau fédéral. On peut réécouter M. Langelier. Moi, je suis un gars intense. J'ai travaillé dans une salle de contrôle intense. J'ai tout le temps été intense. Mes amis le savent, ma famille. Je suis un gars qui veut, qui va défoncer des portes, qui va faire une campagne propre. Mais je vais être là, serrer des mains, puis des pancartes, puis tout ça. Je vais être là, puis je vais être là la journée des élections. Je vais être là. Mettons les élections de côté pour se tourner vers un projet qui va vous sembler quelque peu soufflant, mais qui était très rassembleur et motivateur. Le Startup Weekend se déroulera du 21 au 23 mars prochain dans les locaux de l'UQO. Le Startup est une compétition d'une durée de 54 heures pour ceux et celles qui désirent démarrer leur entreprise. Présent partout dans le monde, le Startup rassemble promoteurs, coachs d'entreprise, motivateurs et bien plus. On peut écouter Mme Cynthia Sakel-Larides de la Société d'aide au développement de la collectivité, la SADC de Papineau, nous expliquer le déroulement de ces journées bien remplies. Alors, le Startup Weekend, c'est un événement mondial. Il y en a dans plus de 100 pays. Puis, en gros, c'est une fin de semaine de 54 heures où 120 participants vont échanger des idées, vont former des équipes, vont développer des produits dans le but de réaliser là, un projet d'affaires au bout d'une fin de semaine. C'est 54 heures, c'est intense, il y a de l'énergie. Le matin commence par un cours de yoga. Et c'est une fin de semaine, par exemple, où les gens sont accompagnés, les participants sont accompagnés. Il y a des coachs, il y a des conférences sur le marketing, la communication, la gestion des affaires. Alors, c'est vraiment un moment là, pour échanger, là, puis mettre au défi là, les idées d'entreprise. Bonne nouvelle pour les entrepreneurs en herbe qui voudraient s'inscrire, mais pour une raison obscure, n'osent pas. La SADC remboursera les frais d'inscription pour les 12 premiers participants, dont le projet d'affaires aura comme but, comme objectif, le territoire couvert par la SADC. On peut réécouter Mme Sakel-Larides. On a décidé là, de s'impliquer parce que dans notre mission, on veut encourager l'entrepreneuriat. On s'est dit que c'était peut-être l'opportunité pour des gens qui ont une idée et qui ne savent pas par où commencer de participer à un événement. Alors, on voulait leur rembourser les frais des 12 premiers participants qui ont un projet d'affaires sur notre territoire. On vous parlait la semaine dernière d'une activité à l'école secondaire Hormidas-Gamelin, la Journée rose. Cette journée se veut un rassemblement contre l'intimidation. La prévention est certes, oui, présente, mais qu'en est-il de la situation avec les cellulaires, mais également entre les individus entre eux? Je me suis entretenue avec Mme André East du service de police de Gatineau. On peut écouter l'entrevue. Avec Mme André East, qui est policière au service de police de la ville de Gatineau. Bonsoir. Bonsoir. Et là, policière, mais vous avez un titre particulier, c'est lequel?
Oui, donc moi, je travaille au niveau de la section résolution et action préventive de quartier. On est 13 agents dans cette section-là, puis on s'occupe de faire la résolution de problèmes, autant dans les différents secteurs de la ville que dans les écoles, tant primaires que secondaires. Moi, pour ma part, je fais partie de l'équipe des 4 agents qui travaillent dans les écoles secondaires uniquement au niveau de la ville de Gatineau. On est ici pour parler d'intimidation, mais premièrement, il faut que je pose la question, qu'est-ce que l'intimidation? Bien, l'intimidation, en fait, c'est difficile à définir, hein. Même nos élèves, quand on leur en parle, ils ne trouvent pas nécessairement les bons mots pour le dire. Même pour nous, c'est un phénomène qui est quand même nouveau. C'est une infraction qui est nouvelle pour nous dans le niveau scolaire qu'on va traiter. Puis quand on en parle au niveau de l'école, l'intimidation, c'est pas nécessairement de l'intimidation au sens du code criminel. Parce que oui, il y a une infraction intimidation au code criminel, mais nous, on va plutôt parler de harcèlement. Donc, ça va être, par exemple, de suivre une personne de façon continue, de la surveiller, d'entrer en contact avec elle de façon répétée, de façon à faire en sorte qu'elle se sente mal à l'aise, qu'elle ne se sente pas en sécurité. Donc, ça, c'est vraiment de l'intimidation, mais nous, on va plutôt accuser de harcèlement. Puis, dans l'intimidation, on va retrouver d'autres sortes d'infractions. On peut parler de menaces, soit de frapper, tuer une personne, blesser une personne, briser des choses. Ça peut être aussi des voies de fait. Quand on parle de voies de fait, on va parler de pousser, cracher sur une personne, frapper. Donc, tout ça, ça entre dans le contexte de l'intimidation. Donc, si je comprends bien, exemple, papa, maman, leur garçon va à l'école secondaire, il se fait traiter de pas beau, de gros, ou de plein de noms comme ça. Les parents risquent de vous appeler en disant « Hey, mon gars est victime d'intimidation ». Ce n'est pas le cas, il y a une nuance ici. Il y a vraiment une nuance. Puis des fois, ce n'est pas évident pour un parent de se faire dire que c'est plutôt un conflit que de l'intimidation, parce que c'est difficile à vivre pour l'élève. Chaque fois qu'il va à l'école, bien là, il est victime des moqueries des autres, il va se faire traiter de nom. Par contre, il faut vraiment un contexte particulier pour pouvoir dire que c'est criminel. Ce n'est pas tous les types d'intimidation en milieu scolaire qui vont être criminels. Mais nous, on vient travailler en partenariat avec les TS, avec les TES, donc les techniciens en éducation spécialisée de l'école, pour déterminer à quel genre de situation on fait face en ce moment, comment on peut aider l'élève. Est-ce qu'on va aller d'un point de vue criminel parce que c'est criminel? Est-ce que cet élève-là veut s'impliquer dans un processus comme ça? Ou est-ce qu'on va vraiment plus travailler au niveau de l'école avec les ressources de l'école pour tenter de régler le problème à l'interne? C'est vraiment un travail de longue haleine. On ne peut pas régler un cas, que ce soit d'intimidation ou carrément d'infraction criminelle, ça ne se règle pas en une journée. Non, c'est beaucoup de travail. C'est de l'implication aussi de la part de la victime. Parce qu'il faut comprendre que du moment qu'une victime va décider de porter plainte au niveau de l'intimidation auprès de nous, service de police, bien, elle s'engage dans un processus judiciaire. Puis il faut qu'elle comprenne qu'au bout de ce processus-là, c'est possible qu'elle se retrouve à la cour à aller expliquer son histoire devant un juge. Et oui, l'accusé va être présent. Ça, c'est des choses que certaines victimes, parce qu'elles ont très peur, parce que ce qu'elles vivent est vraiment difficile, mais pour elles, ce n'est pas envisageable de le faire. Puis nous, on n'est pas là non plus pour forcer personne à venir devant la cour. On sait à quel point c'est un processus qui est stressant. Le but, c'est d'aider la personne puis de faire en sorte que ça règle le problème, peu importe la voie qu'on va utiliser pour le faire. Une des voies utilisées, c'est la prévention. Corrigez-moi, je me trompe. Il y a des présentations qui sont faites au secondaire 1. Oui, exactement. Donc, en chaque début d'année, on fait une tournée dans les écoles. Tous les groupes de secondaire 1, adaptation scolaire, sont rencontrés par le policier éducateur de l'école, qui est attitré. Donc, on va aller parler avec eux de l'intimidation dans toutes ses facettes. Intimidation directe, indirecte, cyber-intimidation. Quelles sont les conséquences pour les victimes, pour les agresseurs, pour les témoins aussi, parce que ce n'est pas évident pour les témoins. On explique c'est quoi les conséquences si on fait de l'intimidation, qu'est-ce que ça peut amener. Donc, ça amène pour nous la possibilité aux jeunes de leur exposer ce phénomène-là. Ça leur permet aussi à eux de nous poser des questions puis de s'instruire sur ce phénomène-là. Justement, vous dites que les jeunes vous posent des questions. Est-ce que les jeunes sont alertes vis-à-vis de l'intimidation? Il y a maximum 5 ans, 10 ans, on n'en parlait nullement. Est-ce que les jeunes sont alertes, veulent régler le problème ou c'est carrément le contraire, ils se ferment les yeux? Ils sont très à même d'être capables d'identifier de l'intimidation. Là où on a un problème, c'est au niveau des témoins. Souvent, les gens vont continuer leur chemin sans dénoncer. Ils vont faire comme si ça n'existait pas. Ça peut être parce qu'ils sont mal à l'aise, ça peut être parce qu'ils ne veulent pas être victimes à leur tour, puis c'est tout à fait comprenable. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que souvent, nos victimes ne dénonceront pas. C'est vraiment par l'aide des témoins, en général, qu'on va réussir à identifier des situations d'intimidation. Donc, oui, ils savent ce que c'est. Oui, ils savent que ça existe. Même souvent, quand on va leur en parler, ils nous disent « Ah non, vous n'allez pas encore nous parler d'intimidation ».
Et on leur explique, oui, il faut en parler encore parce qu'il y en a encore, puis il y en a beaucoup. Malheureusement, on en fait beaucoup des interventions pour ça, puis notre but, c'est de diminuer le plus possible le nombre de cas d'intimidation qu'il va y avoir en milieu scolaire. Je vous amène sur un autre point rapidement, la cyberintimidation avec toutes les bébelles électroniques qu'on retrouve maintenant sur le marché. Ça doit être plus compliqué pour vous, justement, d'identifier les cas d'intimidation parce que c'est complètement différent qu'une intimidation directe. C'est une forme d'intimidation indirecte, la cyberintimidation. Donc, on utilise un média, que ce soit l'Internet, que ce soit un téléphone cellulaire, la messagerie, pour faire de l'intimidation. C'est sûr que, oui, ça complique le processus, mais ça ne le rend pas impossible au niveau de l'enquête. Dans le fond, on va débuter de la même façon. On va commencer par analyser le dossier, voir est-ce qu'effectivement il y a de l'intimidation, est-ce qu'effectivement c'est criminel, ce type d'intimidation-là. Puis si oui, bien, au besoin, on va faire appel à notre bureau des enquêtes pour faire certain que la personne qui a envoyé le message, la personne qui a communiqué par Facebook ou par Twitter ou par messagerie instantanée, que c'est effectivement la personne auquel l'appareil est relié. Parce que c'est évident que quelqu'un pourrait prendre le téléphone d'une autre personne ou s'inscrire sur le compte de quelqu'un d'autre sur Facebook en connaissant son mot de passe et faire de l'intimidation en son nom. Donc, il faut s'assurer de ça. Il faut être sûr, hors de tout doute raisonnable, que l'auteur de l'intimidation est bien la personne qui est identifiée au niveau de l'Internet ou de la messagerie texte. En terminant, qu'est-ce que vous diriez justement à ceux qui sont victimes d'intimidation et qui auraient peut-être peur ou les témoins qui ne veulent pas s'avancer? Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider à avancer la situation? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne nuit pas à un agresseur, même si c'est un de nos amis, en dénonçant. On vise aussi à aider l'agresseur, parce que l'agresseur, souvent, quand il va faire de l'intimidation, bien, ça va être lié à des problèmes, soit qu'il a été lui-même victime d'intimidation, soit qu'il y a des problèmes personnels. Donc, lui aussi, on va l'aider. On n'est pas juste là pour sanctionner. Au niveau de la victime, bien, souvent, cette victime-là, elle manque de voix pour parler. Donc, elle a besoin de quelqu'un pour parler pour elle. Puis même si cette personne-là est trop gênée, elle a trop peur pour porter plainte, bien, elle peut le faire dans l'anonymat. On a un site Internet, www.taxage.ca, où on peut remplir une demande, une plainte, dans le fond, par Internet, anonyme, où les policiers, c'est nous qui les recevons à notre section, Résolution Action préventive de quartier, et on traite la plainte. Donc, même un témoin pourrait dénoncer une situation d'intimidation de façon anonyme, il ne serait pas rencontré. Ce n'est pas parce qu'on dénonce qu'automatiquement non plus on s'en va à la cour, comme je disais. On ne force personne à s'en aller à la cour. Le but, c'est de dénoncer pour qu'on puisse prendre action. Parfait, c'est malheureusement tout le temps qu'on a, mais très intéressant. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bonjour, aujourd'hui je rencontre Mélanie Sarrazin du Centre Actuel pour nous parler d'une activité très spéciale dans le cadre de la Journée de la femme. Bonjour Mélanie. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien, merci vous-même. Oui, merci. Alors, dites-nous, première des choses, cette année, le thème pour la Journée internationale des femmes, qu'est-ce que c'est? Bien, en fait, au niveau national, le thème, c'est des clés à la portée de toutes, ce qui signifie que les clés sont en fait les espaces conquis par les femmes au fil des années, mais c'est aussi le fait qu'il reste encore des espaces à conquérir et les clés sont nos outils pour pouvoir avancer dans la société. Puis quelque chose que je trouve très intéressant, dans l'image dans la fiche de cette activité, on retrouve différents types de clés. On ne parle pas simplement des clés qui ouvrent des portes. Il y a d'autres types de clés dont il est question. Oui, c'est ça. On a les clés à molette qui fait un petit clin d'œil aux métiers non traditionnels. On a les clés USB qui fait un clin d'œil au niveau des technologies. Puis on a aussi des anciennes clés et des nouvelles clés colorées, peu importe. C'est vraiment là pour faire découvrir la diversité des femmes. Très intéressant. Et dites-moi, qu'est-ce que vous préparez cette année comme activité? Bien, cette année, ça va être vraiment spécial. On a la troupe de théâtre de danse du Gumboot, qui est de la danse de Bottalo, qui va faire une présentation, mais c'est quand même suivi de 2 surprises que les travailleuses, les membres du CA et les participantes participent. Donc, ça va être vraiment intéressant cette année. Donc, dites-moi, comment on peut se procurer des billets? Quel est le prix? Où est-ce que ça se déroule? Bien, en fait, c'est comme l'année passée. Les billets sont en vente au Centre Actuel au coût de 15 $. On peut aussi appeler pour les faire réserver, 819-986-9713. Et ça se déroule le 6 mars, jeudi le 6 mars, à la salle de quai Kinpin.
Ça fait très longtemps, le centre, que vous soulignez cette journée. Hein? Oui, en fait, c'est notre 23e année. Donc, il y a eu des années où est-ce qu'il y a eu plus ou des plus grandes activités. Maintenant, on essaie de revenir beaucoup aux activités que les participantes puissent s'intégrer à l'intérieur. Donc, c'est un volet inclusion sociale, créativité. Comment est-ce que vous qualifieriez ça? Bien, c'est ça. Ça fait partie de nos activités. C'est de leur démontrer qu'ils sont capables, au travers l'art, au travers des activités sociales, de faire passer un message. Donc, l'année passée, c'était la pièce de théâtre qui démystifiait le féminisme. Et cette année, c'est un message social qu'elles porteront. Très intéressant. Alors, pouvez-vous nous dire en terminant le numéro de téléphone pour vous rejoindre ici ou le site Internet? Oui, c'est 819-986-9713 ou c'est le actuel à vidéotron.ca. Merci beaucoup, Mélanie. Merci, bonne semaine. Alors voilà, c'était Émilie Charon-Pilote en compagnie de Mélanie Sarrazin pour la chronique communautaire et on vous souhaite une très belle journée des femmes cette semaine. Maintenant, à l'heure du culturel. Vous le voyez au bingo, mais ce soir est avec nous pour les arts et spectacles. André, bonsoir. Salut, Josiane. On commence tout de suite pour la semaine de relâche, les films, le cinéma beaucoup de choses. Ben oui, les parents cherchent toujours des activités à faire avec les jeunes enfants. C'est commencé depuis aujourd'hui, on est mardi là, en ce moment, mais mercredi, toute la journée, il y a un film à 10 h le matin et il y en a un autre à 14 h. Donc, demain matin, mercredi, le classique Up, ou si on veut là-haut, parce que ce sont les traductions françaises qu'on présente à la salle des Jardins, évidemment. En après-midi, à 14 h, ce sera Hunger Games, l'embrasement. Et le lendemain, jeudi, on recommence encore à 10 h le matin. Cette fois-ci, c'est Sur la Terre des dinosaures, donc un film d'aventure. Et La Reine des Neiges, qui est un autre film d'animation qui sera présenté à compter de 14 h. Alors ça, c'était à la salle des Jardins, c'est présenté par l'Estacade. Et puis, évidemment, le cinéma Brookfield, ça, c'est important de le mentionner aussi. Et si je ne me trompe pas, l'entrée seulement que 3 $3, puis on peut aller acheter du popcorn. Alors, on se sent dans une vraie salle de spectacle et de film. Alors, on peut avoir des rafraîchissements et puis du popcorn qui sont sur les lieux. Là. C'est vraiment intéressant, ça rend puis on sait qu'à l'Estacade, on entend bien, puis on voit bien aussi. Et même si vous avez peur que Fiston ou votre fillette crie un petit peu, c'est pas grave, il risque d'avoir plein d'enfants pour cette semaine de relâche. Exactement. Le secondaire en spectacle, le 22 mars prochain. Ben oui, toujours à la salle des Jardins. Eh bien, on veut l'annoncer tout de suite parce qu'il y a des parents peut-être qui sont intéressés à savoir déjà à acheter les billets parce que ça se vend vite. Hein, il y a quand même un peu moins de 500 places dans l'auditorium. Alors, il faut dire que le spectacle s'intitule cette année « Juste pour voir le monde ». Il y a à peu près tout près d'une cinquantaine de jeunes et moins jeunes qui participent à ce spectacle d'une façon ou d'une autre. Alors, ce qui veut dire que les billets vont être en vente. Ils sont déjà en vente auprès de ces gens-là, mais allez les chercher le plus vite possible parce que je pense que vous risquez de manquer votre coup si vous n'y allez pas. Parfait, on peut voir déjà derrière de nous Phil Laprise, cet humoriste génial. Pour l'avoir vu en spectacle, j'invite les gens à se procurer les billets. C'est pour ça qu'on en parle tout de suite. C'est seulement le 22 novembre, Josiane, mais moi aussi, je l'ai vu ici à Buckingham et les gens avaient applaudi. Tout le monde était debout à la fin du spectacle. Puis c'était honnête. Tu sais, des fois, on dit les gens applaudissent, se lèvent debout à la fin parce qu'on doit le faire. Pour lui, c'était vraiment mérité. Et puis là, il s'en vient à un autre spectacle. C'est un nouveau spectacle, c'est pas celui de la dernière fois. C'est en rodage. Ça s'intitule « Personnage public ». Alors, j'ai comme l'impression qu'on va encore rire et on va avoir beaucoup de plaisir. Alors, allez acheter vos billets tout de suite à l'Estacade. Il fait seulement que danser, on rit déjà. Phil Laprise n'a pas manqué et on se transporte au Café des artistes. Oui, il n'y a pas de rien cette semaine, mais on voudrait simplement mentionner aux gens que ceux qui voudraient aller voir des spectacles, le prochain aura lieu vendredi, le 21 mars, et c'est avec le groupe Carlos Alberto Santana Jazz Trio. Alors, si vous voulez acheter des billets, déjà, vous pouvez passer au Café des artistes. Et puis, ce mois-ci, l'artiste qui est en vedette, parce qu'il y a toujours une exposition à chaque mois, c'est l'artiste Odette Plouffe qui expose ses œuvres. À découvrir, et on se transporte au Café des artistes. Une chorale d'ici veut chanter avec Céline Dion, on a besoin de notre aide. Ben oui, aller chanter avec Céline Dion, c'est pas donné à personne. Là, c'est un concours, c'est pour aider la Fondation de l'hôpital Sainte-Justine. Alors, on sait que René, Angélil et puis Céline sont très proches de cette fondation-là. Et puis, ils ont voulu les aider. Alors, il y a un spectacle qui va être en privé, mais il y a des gens qui vont pouvoir aller chanter avec elle. Et ça, ce sont des chorales. Et il y a une chorale qui je dis une immense chorale, parce qu'il y a près de 240 personnes qui vont y participer. On a réuni des gens de 8 chorales de la région. Ça va s'appeler l'Outaouais en chœur. On va revenir là-dessus parce qu'on va certainement avoir l'occasion de rencontrer quelqu'un là-dessus parce que les gens vont pouvoir aider ces chorales-là parce qu'il faut
Évidemment, c'est pour amasser de l'argent. On doit payer 5 $ pour son vote. C'est tout fait de façon électronique. Et puis, bon, le nombre de votes va faire en sorte qu'il va en avoir une qui va être automatiquement acceptée pour chanter avec Céline. Mais après ça, les 10 prochaines qui auront le nombre de votes, eh bien, il y aura Grégory Charles qui a organisé un petit jury et puis qui va faire en sorte d'aller chercher un de ces groupes-là. Alors, on va espérer que ce soit la première ou encore, mais ça, à travers tout le Canada. Alors, il va falloir qu'on ait beaucoup de votes et puis on va compter sur la population du coin ici, de tout l'Outaouais pour voter. Alors, ça, on aura l'occasion de revenir là-dessus. D'en reparler justement de la façon, tu l'as dit, électroniquement pour pouvoir voter. Bien, exactement. C'est avec des cartes, c'est simplement avec des cartes. Parfait. Exactement. On reviendra avec plus de détails et l'adresse du site Internet. Finale régionale de la députée Paul Guérin-Lajoie. Ben oui, ça, j'ai regardé ça, on a reçu un communiqué là-dessus cette semaine, et puis habituellement, ça se fait un peu partout dans la région, mais cette année, c'est à Buckingham que ça va se faire, dans le secteur Buckingham, et c'est à l'école Saint-Michel, tout près ici, des studios de la télévision communautaire. C'est le samedi 22 mars prochain, à 9h30 le matin. Alors, les jeunes de différentes écoles de toute la région qui vont tenter de se peaufiner, puis aller du côté international par la suite et gagner de beaux prix. Alors, cette année, le thème, c'est l'eau. Ça porte sur l'eau. L'eau, une ressource à protéger, une ressource à partager. Alors, si vous voulez participer à ça en même temps, puis voir comment vous êtes bon en français, eh bien, vous pouvez déjà commencer à vous préparer. Et là, on passe de la dictée on va faire du ukulélé. Je ne sais pas comment on dit ça quand il youyale les... Ben, c'est du country. Non, on ne va pas faire peur parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça beaucoup, là, mais du country. Mais c'est du bon country qu'on va présenter. Ça, c'est prochainement. C'est le 19 avril, mais on va l'annoncer d'avance. C'est pour la Fondation Un cheval pour grandir. Alors, il y a des jeunes qui font de la thérapie en faisant du cheval, tout ça. Puis, il y a un groupe qui s'occupe de faire ça ici dans la région et puis qui organise le 19 avril prochain. Il y a une belle journée de conférences et tout ça. Mais à 19h en soirée, il y aura au moins 5 artistes qu'on a devant nous. Peut-être d'autres s'ajouteront à la liste dans les prochaines semaines. Alors, on va demander aux gens de payer un petit 20 $, mais ils vont certainement assister à une belle soirée de musique et probablement de danse également. Alors, ça va se dérouler à la salle des Chevaliers de Colomb, ici sur la rue des Pins. 20 $, 5 artistes, c'est moins de 5 $ par artiste. C'est génial. Et en plus, pour les fanatiques de la voix l'année passée, Roxane Bisson, qui est passée à la voix l'année passée, va être exactement. à cette activité-là. Exactement. Et là, André, très, très rapidement, les spectacles à la salle Odyssée. Bien, avant ça, il faut dire qu'il y a le Festival du film qui s'en vient de l'Outaouais. Et puis, il ne faudrait pas le manquer. Ça s'en vient très vite. C'est la 16e édition. C'est du 14 au 21 mars. Donc, on a encore la semaine prochaine pour en parler. 75 films encore cette année à être vus. La plupart, bien, sont payants, mais il y a quelques activités qui vont se dérouler à l'Université du Québec, au pavillon Lucien Brault, des films qui sont gratuits également. Alors, si vous voulez acheter vos billets, vous pouvez le faire en ligne présentement, mais à partir de vendredi 17 mars, on pourra se rendre au Cinéma Neuf, là où se déroulent tous les films. Alors, vous pouvez aller acheter vos billets. Entre autres, il y aura le film Dallas Buyers Club qui en fait partie, qui a gagné des prix au Oscar. Alors, félicitations à ces gens-là. On va mettre sur le site Internet les spectacles à la salle Odyssée et au Théâtre de Lille. Moi, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous remercie d'avoir encore une fois été des nôtres. Et je vous rappelle que si vous avez des commentaires, juste à m'écrire. On me fait plaisir de jaser avec vous. Bonne soirée.